Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de notre histoire avec les Premières Nations. On approche déjà de la fin de la série. Dans la vidéo précédente, on a bouclé la période des grandes découvertes et des explorateurs et on en était vers 1630 avec la colonie de Québec en place mais faible. Et puis les colonies anglaises plus au sud, déjà bien puissantes et le début des conflits. Dans cette 4e partie, on tombe en plein dans l'action. Dans les guerres entre la France et l'Angleterre qui s'étendent aux colonies et vont impliquer les nations autochtones. Alors je ne vais pas faire un suivi des conflits dans le détail avec la progression des territoires anglais par rapport aux territoires français, ni raconter chaque conflit, chaque bataille, qui a remporté, etc. Mais je vais vous donner quelques anecdotes, quelques épisodes qui vont vous permettre d'avoir une idée du rôle joué par les Anglais, Français, Canadiens, mais aussi par les Premières Nations et les Métis dans cette histoire. Dans cette vidéo, par Canadiens, j'entends les descendants de Français nés en Nouvelle-France et les Métis, on n'en a pas encore parlé. Il s'agit des premiers Métis français autochtones. Ils ont développé leur propre culture, mélange des traditions de leurs ascendants, la rendant riche et unique. Leur langage, musique et artisanat le reflètent très bien. C'est la dernière vidéo que je ferai à l'aide du livre Ils étaient l'Amérique de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque aux éditions Luxe, l'œuvre se terminant vers les années 1760. On est donc parti pour un peu plus d'un siècle d'histoire en Amérique du Nord. En 1626, comme s'il n'y avait pas déjà assez de monde, les Hollandais arrivent pour fonder une colonie, la Nouvelle-Amsterdam. Donc vous pouvez constater que les colons sont tous très originaux. La zone qu'ils occupent se situe de l'actuelle Philadelphie à New York. Et pour vous situer, les Anglais, ils sont également remontés fonder une colonie jusqu'au niveau de l'actuelle Boston. Les Hollandais ont une deuxième bonne idée. Ils vont armer les Iroquois. Jusque-là, les Européens hésitaient à armer les Autochtones, de crainte qu'ils ne retournent contre eux ces fusils. Mais l'appât du gain l'emporte sur cette saine prudence. Les Iroquois sont donc les premiers Autochtones armés dans le nord-est de l'Amérique. Cette nouvelle réalité signe l'arrêt de mort des Algonquins Keshisipérini. Mais pas seulement, les Wendat vont aussi voir leur population s'effondrer suite aux séries d'attaques armées. En 1640, quand les Iroquois ont lancé leur premier assaut armé, dans l'urgence, les nations alliées demandent des mousquets et des pistolets aux Français. Question d'affronter leurs ennemis à armes égales. La réponse des Français, transmise par l'intermédiaire de quelques jésuites, a dû étonner les représentants des peuples amis qui, venus solliciter un soutien militaire, reçoivent un ultimatum religieux. Seuls les Indiens baptisés recevront des armes à feu. Les païens majoritaires sont laissés à eux-mêmes. Et oui, je n'en ai pas encore parlé, mais derrière le passage des explorateurs, les jésuites se frayent également un chemin, ayant pour mission de convertir les nations autochtones à la religion catholique. Certains autochtones y adhèrent. Certains y voient plus un symbole d'amitié, un geste symbolique, et ne renient pas pour autant leurs croyances. D'autres ont la phobie, voire la haine de ces hommes en blouse noire qui s'immiscent dans leur vie pour leur laver le cerveau. Cependant, les Hollandais et les Anglais ont beau armer les Iroquois, ceux-ci ne parviennent pas à prendre le dessus sur les Français et leurs alliés amérindiens. L'alliance se poursuit encore de 1650 à 1760. Hormis les Iroquois, les nations amérindiennes de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Québec prennent souvent fait et cause pour la France et la Nouvelle-France dans les conflits qui secouent cette partie de l'Amérique. Et il y a une raison.
Elle est simple. Ces nations connaissent les exactions anglaises contre les autochtones de Virginie et les Algonquins de la Nouvelle-Angleterre, de véritables guerres d'extermination qui se poursuivent depuis 1635 dans la région de Boston, de New York et du Connecticut. Les Anglais, plus nombreux, plus actifs et plus déterminés à s'installer à demeure que les Français, colonisent le pays. Ils s'emparent concrètement des terres autochtones, ils les défrichent, transforment le paysage à jamais, mais surtout, ils chassent les Amérindiens en les repoussant vers l'ouest, au-delà des montagnes Adirondacks, qui deviendront la frontière. Une frontière entre le monde civilisé et les sauvages qui progressera de plus en plus vers l'ouest. Du côté des Français, à défaut d'une colonisation à l'intérieur des terres, la bonne vieille traite des fourrures se poursuit sans menace apparente à l'intégrité du territoire. Les Français ne touchent pas à la forêt, ils défrichent peu hors de la vallée du Saint-Laurent, et leurs missionnaires œuvrent à coloniser les âmes des Amérindiens davantage que leurs terres. En septembre 1685, Français et Iroquois tentent d'établir une paix, mais celle-ci ne durera pas. Et un peu plus tard, en 1701, se déroule le Grand Rassemblement de Montréal, où 36 nations, soit plus de 1300 autochtones, vont être accueillis par les Français et les Canadiens de la ville, soit une population de 1200 habitants. Dès le départ, c'est très mal parti. Les Iroquois, qui devaient ramener les captifs français et autochtones, ne ramènent que les prisonniers français. Un affront très grave auquel ils répondront que les captifs ne veulent plus revenir. Les autres nations ne les croient pas, mais c'est vrai, les Iroquois ne gardent pas les prisonniers à part. Ils les intègrent aux familles qui ont perdu un membre, leur permettant de maintenir une certaine démographie malgré les guerres et les maladies qui font rage. Finalement, après un mois de rassemblement, la Grande Paix de Montréal est signée. Les différentes nations sont surtout fatiguées de tous ces conflits. Suite à cette Grande Paix de Montréal, la région qui était appelée les Pays d'en haut s'ouvre aux Canadiens et aux Français. Aujourd'hui, il s'agirait en partie de la région des Grands Lacs, à cheval entre le sud de l'Ontario et le nord-est des États-Unis. Mais à cette époque, cette région se trouvait aux confins de la Nouvelle-France et comprenait donc l'Ontario et en totalité ou en partie les États américains du Minnesota, du Wisconsin, de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois, du Michigan, de la Pennsylvanie et de New York. Pendant 50 ans, le gouvernement colonial français va construire ce qu'il appelle des forts à travers les Pays d'en haut, où seront installées de petites garnisons de militaires. Mais il s'agira en réalité plus de postes de traite où les coureurs des bois viennent faire commerce de leur pelleterie et où les familles autochtones se réunissent pour échanger leur peau. Les coureurs des bois, parlons-en un peu. Les coureurs des bois étaient des commerçants qui pratiquaient sans permis, donc en quelque sorte comme des hors-la-loi, la traite des fourrures. Libres et indépendants, ils ont joué un rôle important dans l'exploration européenne du continent et ont établi des relations commerciales essentielles avec les peuples autochtones. De 1701 à 1755, des milliers de coureurs des bois canadiens et des centaines de militaires français vont se mélanger aux nations de cette grande région. La majorité de ces coureurs des bois et un certain nombre de militaires fondent des familles en épousant des femmes amérindiennes. On assiste alors à l'explosion des naissances métisses. Les enfants portent le nom de leur père, mais ils sont pour la plupart élevés par leur mère, selon les lois du monde autochtone. Ainsi sont nés les sans-mêlés des Pays d'en haut, qui deviendront les Métis d'Amérique. Une nouvelle nation qui connaîtra ses heures de gloire, mais aussi de durs moments d'humiliation et de défaite. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les coureurs des bois, il y a la très bonne vidéo de l'Histoire nous le dira que je vous mets en description. Et si vous avez un peu de temps, je vous mets également un discours de Serge Bouchard lors d'un forum sur la francophonie en Amérique du Nord. Il est hyper passionnant car il nous plonge un peu dans la tête d'un jeune Français partant pour l'Amérique à cette époque et de l'empreinte des francophones sur le territoire, notamment avec l'étude des toponymes. C'est durant cette même période que se met en place le commerce d'esclaves amérindiens en Nouvelle-France. Alors bien sûr, ce ne sont pas des membres de nations avec qui les Canadiens et les Français sont alliés, non. Il s'agit de nations au-delà de la région des Grands Lacs, vers les Grandes Plaines. C'est parmi ces nouvelles nations rencontrées que les coureurs des bois et les trappeurs capturent des individus
dans le but de les ramener vers l'Est pour les vendre au marché d'esclaves de Montréal notamment. On va maintenant se pencher sur la vie de deux personnes qui ont joué un rôle important entre 1750 et 1766 et aborder les conflits à travers leur expérience. Charles Langlade naît en 1729 à Michilimackinac, dans la péninsule de ce qui deviendra le Michigan. Son père est Augustin Langlade, un Canadien de première génération originaire de la région de Trois-Rivières, et un commerçant de fourrure dont les affaires tournent très bien. À savoir que Trois-Rivières, à cette époque, c'était la ville des Canadiens français, coureurs des bois et métis. C'était vraiment the place to be pour le commerce des fourrures. Il va faire un mariage d'amour avec la mère de Charles, donc, qui se nomme Domitilde, une Odawa, sœur du chef Nisuake. Les Odawa sont un peuple qui a pris la place des Algonquins Keshisipérini, chassés de la vallée de l'Outaouais en 1640 par les Iroquois à l'aide d'armes à feu. C'est d'ailleurs leur nom, Odawa, qui donnera Outaouais côté français et Ottawa côté anglais, donc aujourd'hui le nom de la capitale du Canada. Charles Langlade est donc un métis des pays d'en haut. Et si l'on peut aussi bien parler de sa vie aujourd'hui, c'est grâce aux mémoires de son petit-fils, Augustin Grignon, qui ont été recueillis en 1857. Charles a à peine 10 ans quand son oncle, le chef Nisuake, veut l'emmener à la guerre. D'après un de ses rêves, le petit Charles, comme un porte-bonheur, lui permettrait de remporter la prochaine bataille. Le père de Charles accepte, à condition qu'il ne participe pas au combat. Et après 2 défaites d'affilée, les guerriers Odawa rentrent vainqueurs, grâce à leur nouveau tannissement. Il n'en faut pas plus pour que la légende de l'invincibilité de Langlade se répande dans le pays. Le jeune Charles ne peut pas mourir à la guerre. Révéré par les guerriers Odawa, il se lie d'amitié avec un Odawa promis à la célébrité, mais alors inconnu, un jeune guerrier nommé Obiondiag ou Pontiac, connu aujourd'hui sous le nom de Pontiac. Ils vont être inséparables et combattre côte à côte pendant plusieurs années. En mai 1754, le jeune George Washington aurait tué 10 Canadiens ainsi que leur officier Jumonville, alors que ce dernier était en mission diplomatique protégé par un drapeau blanc. Et on ne connaît toujours pas la vérité, car les Anglais accusent le camp adverse d'avoir ouvert le feu. Washington sait que les représailles arrivent, et il construit un petit fort pour se protéger, Fort Necessity. Ce sont 700 combattants franco-canadiens et autochtones qui arrivent alors et font capituler Washington. Les événements de Fort Necessity marquent le coup d'envoi de ce que les Américains appellent la French and Indian War et que nos historiens qualifient de guerre de 7 ans. Une guerre opposant les Anglais et les Français par nations autochtones, canadiennes et métisses interposées. C'est dans ce contexte que Langlade et Pontiac vont se battre. Ce qu'il est important de comprendre pour cette période de l'histoire, c'est que les Odawa, Menominee, Potawatomi, Shuanon, Sault, Illinois, Winnebago, Wyandot et d'autres nations des pays d'en haut forment une troupe internationale de guerriers autochtones qui se battent pour défendre leur monde et les intérêts des Français dans la mesure où ils les estiment conformes aux leurs. Chaque nation est souveraine, ne se soumettant aux ordres de personne. Avec elle, un nombre indéterminé de Métis et de Canadiens, indépendants d'esprit, aguerris à la vie dans les bois. Ce sont près de 1200 guerriers qui se déplacent de combat en combat. Ils suivent Langlade, Pontiac et bien d'autres meneurs parce qu'ils le veulent bien. Les Anglais, ébranlés par leur force et aussi par leur manière de faire la guerre, les craignent fortement. Les Français, eux, en profitent amplement. En 1755 a lieu une bataille importante, celle de Monongahela, dans l'Ohio, qui marque le début officiel de la guerre de 7 ans. L'armée anglaise est menée par le général Braddock, et Washington est là pour sa revanche. Mais les Anglais vont perdre, le général lui-même meurt, et c'est Washington qui protège la fuite des survivants.
Mais à chaque défaite anglaise, donc pour celle de Fort Necessity, Monongahela et les autres, les Anglais n'ont pas perdu contre les métis autochtones et canadiens. Non! Ils mettent dans leur rapport qu'ils ont perdu contre l'armée royale, composée de soldats bien français, parce que ça rendra mieux sur un CV. Et les Français, la France, acceptent de recevoir l'honneur de ces victoires, parce que ça rendra mieux à travers l'histoire. Pourtant, il n'y a pas d'armée française, il n'y a que quelques soldats autour des postes de traite. La France ne veut pas mettre plus d'argent en Amérique du Nord, alors que les Anglais, eux, constituent une armée nombreuse de 20 000 hommes. Et pourtant, les guerriers autochtones, métis et canadiens les ont bien rendus fous sur le champ de bataille. Ces guerriers jugent absurde que deux armées se regardent face à face et se donnent le top départ pour se tirer dessus. Très peu pour eux. Eux sont tapis dans la forêt, attaquent par ruse et par surprise, utilisent le terrain à leur avantage. La même année, les Anglais s'en prennent à l'Acadie et aux Acadiens. Et malgré l'aide des Micmacs qui les cachent et les aident à fuir dans les forêts du nord et de l'ouest, donc ce qui deviendra le Nouveau-Brunswick, leur amitié, vieille de plus d'un siècle, s'effacera, s'oubliera avec la violence des déportations. En 1759, c'est la grande bataille de Québec, la bataille des plaines d'Abraham. D'un côté, il y a le militaire marquis Montcalm et de l'autre, l'officier anglais Wolfe. Donc, en pleine bataille, Québec résiste. Une partie de l'armée anglaise est déjà positionnée à l'ouest. Quand une nuit, Wolfe décide de débarquer une autre partie importante de son armée près de la rivière Montmorency, mais à l'est. Ce mouvement nocturne est repéré par les éclaireurs autochtones de Langlade et Pontiac. Langlade va alors prévenir le chevalier de Lévis, François Gaston de Lévis de son nom complet, qu'il faut attaquer les Anglais sans plus attendre et les surprendre par un assaut frontal. Mais Lévis est sceptique, il ne veut pas prendre au sérieux des sauvages. Et c'est ainsi qu'eut lieu la chute de Québec. Les officiers français n'ont pas connaissance de l'information de Langlade qui aurait pu les faire gagner. Non, ils vont écrire au contraire que les Indiens et les Canadiens se sont mal battus, qu'ils se sont cachés dans les bois, qu'ils ont désobéi aux ordres de la hiérarchie militaire. Il y a toujours eu une certaine négligence quant à la contribution des Métis à l'histoire nord-américaine. De même, lorsqu'il est question du rôle et de l'identité des Canadiens français, comme s'il n'y avait eu que des Français de France et des Indiens lors de ces conflits. D'ailleurs, tout est dans le nom, la French and Indian War. L'année suivante, en 1760, Langlade et Pontiac participent à la bataille de Sainte-Foy avec l'armée française. Les Français remportent la victoire et démarrent un siège de la ville de Québec. Celui-ci sera vite interrompu, car les Français vont battre en retraite à cause de l'arrivée de renforts anglais. Ils vont battre en retraite à Montréal, et malgré que les Canadiens autochtones et métis veulent résister, les Français déposent les armes. C'est la capitulation de Montréal. C'est la fin de l'aventure pour Langlade et Pontiac et les nations des pays d'en haut. Ils s'en retournent chez eux, au Grand Lac. Les chemins des deux amis se séparent cette année-là. Réaliste et opportuniste, Langlade se range du côté des vainqueurs britanniques, sachant que ces derniers ont grand besoin de son expertise. Il obtient le poste de responsable des affaires indiennes dans les régions de l'Illinois, du Wisconsin et du Michigan, tournant le dos à la France qui l'a profondément déçu. 3 ans plus tard, donc en 1763, les Français et les Britanniques signent le traité de Paris. La France cède la totalité du Canada à la Grande-Bretagne, excepté Saint-Pierre-et-Miquelon. Cependant, la résistance ne s'arrête pas là pour Pontiac. Les Britanniques, dorénavant les seuls acheteurs de fourrure, imposent à leurs anciens ennemis autochtones des règles commerciales désavantageuses. Les officiers anglais ne les prennent pas au sérieux, et Amherst les traite avec dédain et condescendance. C'est ce dernier qui commande depuis Détroit qui devient le chef-lieu de la prise de pouvoir britannique sur les terres des pays d'en haut. De 1763 à 1766, Pontiac va diriger une force de quelques milliers de combattants, issus d'une douzaine de nations autochtones et d'un certain nombre de Canadiens rebelles. C'est la rébellion de Pontiac. Le but, reprendre Détroit. Le roi de France s'est endormi. Il se réveillera bientôt pour chasser les intrus qui saccagent les territoires de nos frères rouges.
Nous ne recevons plus aucune provision. Les Anglais nous vendent leurs marchandises 2 fois plus cher et leur pacotille ne vaut rien. Malheureusement, le plan de Pontiac tombera à l'eau. L'effet de surprise prévu ne marchera pas. Les Britanniques ont déjà été avertis de ses intentions par plusieurs personnes, autochtones, canadiens et même son ancien compagnon. Langlade a envoyé une lettre aux Anglais. Une partie des guerriers va alors faire le siège du fort de Détroit, tandis que d'autres groupes de la coalition des nations autochtones vont réussir à s'emparer d'autres postes de traite fortifiés, plus ou moins importants, 9 au total. C'est dans ce contexte dans lequel Amherst essuie plusieurs défaites et se sent humilié par ces autochtones qu'il rabaisse et dénigre très fort, qui va être l'instigateur d'une action très grave, qui fait toujours débat aujourd'hui et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il aurait inoculé la petite vérole aux Amérindiens du Grand Ohio en 1763, en leur donnant des couvertures qui avaient été précédemment portées par des malades. On ne connaît pas les conséquences de cet acte, puisque la maladie circulait déjà entre tous, Canadiens, Anglais, autochtones, mais son attention était bien là, consignée dans des ordres écrits. Le siège dure trop longtemps, les nations impliquées sont fatiguées, il faut reprendre la chasse, il faut nourrir la communauté. La coalition de Pontiac se disloque peu à peu. À défaut d'alliés, les Odawa abandonnent le siège de Détroit. Pendant 3 autres années, la guerre se poursuit. Mais le 26 juillet 1766, Pontiac et d'autres chefs signent à Fort Ontario un traité de paix avec les Anglais. Pontiac se retire alors dans le pays de l'Illinois. Il meurt poignardé par un Indien Peoria à la sortie d'un magasin de traite. Et on ne sait toujours pas le pourquoi du comment de cette affaire. Le rôle de Pontiac est souvent mal connu. Pourtant, c'est sa rébellion qui aura forcé le gouvernement britannique à revoir son approche des relations avec les autochtones en Amérique du Nord. C'est cette rébellion qui sera à l'origine de la proclamation royale de 1763 du roi George III, qui crée notamment une vaste réserve autochtone à l'ouest des Appalaches. Elle indique aussi clairement que toutes les terres que les peuples autochtones n'ont pas cédées ou vendues leur sont réservées. Les Britanniques espèrent ainsi s'assurer l'allégeance et la loyauté des Premières Nations. Langlade, quant à lui, survivra à toutes ces batailles, 99 d'après lui. Il était bien invincible à la guerre comme l'avait prévu le chef Odawa, puisque c'est à la retraite dans son lit qu'il meurt en 1801 à l'âge de 72 ans. Il est connu aujourd'hui par les Américains comme le père du Wisconsin. C'est de sacrés parcours et d'incroyables destins qu'ont eu ces deux hommes. En aucun cas des Français, mais des Canadiens de la première heure. Un Métis et un Première Nation qui ont défendu les intérêts de la France, mais surtout leur liberté. Dans la prochaine et dernière vidéo, on a du pain sur la planche, car on va vous présenter la suite et fin de l'histoire, donc de la prise de gestion britannique à nos jours. Et si vous ne savez pas répondre aux questions, que sont devenues les nations autochtones après les guerres? Comment a évolué leur statut? Qu'est-ce qu'une réserve aujourd'hui? Qu'est-ce que les pensionnats autochtones? Eh bien, je vous invite vraiment à regarder la dernière vidéo, car Camille et moi avons été choqués de la quantité d'informations que nous n'avions pas et des situations difficiles que ces nations ont traversées et traversent encore. Je vais vous partager énormément de documentation et on va aborder des sujets pas faciles. Mais je pense qu'on est à un moment de l'histoire où il faut dire les choses, dire ce qu'on a à dire et avoir conscience des ravages de la colonisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie également Camille qui supervise cet enregistrement et qui s'occupera du montage. Je vous dis à très bientôt, bye!